Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est le journal de bord numéro 3. Je vais revenir un petit peu sur la session 4 du vol des dragons. Je voulais faire une petite parenthèse aussi sur les erreurs de règles que j'ai pu faire et voir un petit peu comment gérer ça. Une petite ouverture vers ce qui va se passer en session 5. Et puis enfin, je terminerai aussi par les annonces des autres projets en cours. Alors, donc un petit retour d'abord sur la session 4. Donc elle commençait par un flashback. Mon but c'était de mettre en place le personnage de Dinky Sparklespan, qui est un PNJ qui a été amené par un des joueurs. Et ce personnage est absent, donc on n'a pas eu l'occasion de le positionner, de le placer. Donc c'était l'occasion, par ce flashback, de le faire exister et pour que quand il va apparaître vraiment dans le jeu, ça ait un sens. Alors ceux qui ont lu la campagne du Vol des Dragons, qui la connaissent, vous pouvez déjà, je pense, deviner qui est véritablement Dinky Sparklespan. Hein. C'est un des personnages de la campagne que j'ai modifié du coup. Ensuite, donc il y avait une longue scène avec Fiznir et l'Aéral. Le but de cette longue scène était double. Hein. Premièrement, c'était de faire un résumé en jeu de ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et puis aussi d'installer cette relation entre l'Aéral et Fiznir que les autres joueurs ne connaissaient pas forcément. Ça n'avait pas été dit par le joueur auparavant. Donc voilà, ça permettait de le faire, de le dévoiler un peu aux joueurs, aux autres joueurs. Même si leurs personnages pour l'instant ne sont pas au courant. Ensuite, il y a eu l'ouverture, les préparatifs, l'ouverture de la taverne. Alors là-dessus, je pense qu'il y a un petit creux à ce niveau-là. C'est un peu une baisse de rythme. Je pense que les joueurs accrochent moyen sur cette histoire de taverne. Hein. Je pense qu'ils sont plus motivés sur la quête principale de l'histoire. Donc là, j'ai quand même essayé donc, de leur proposer des choix à faire, notamment au niveau des animations. Proposer des choix très précis, hein, avec des valeurs. À chaque fois, comme ça, ils avaient des choix. Et donc, c'est l'occasion aussi de jouer leur personnage en mettant en avant ce qu'ils préfèrent. Là, ils ont choisi les 4 animations. Donc, c'était amusant de voir ça. Et puis, l'ouverture en elle-même, c'était l'occasion aussi de faire réintervenir des PNJ qu'ils avaient déjà rencontrés, d'en introduire de nouveaux. Hein, l'idée, c'est d'introduire. Il y a beaucoup de PNJ dans cette campagne. Donc, j'essaie de les introduire petit à petit pour que les joueurs ne soient pas perdus. Ensuite, donc, il y a eu Arco le parjure. Donc ça, c'est une mission de faction du chapitre 2 que j'ai réutilisé. Euh, Là, donc là, il a fallu équilibrer aussi la rencontre. Hein. Un capitaine bandit pour des niveaux 2, c'est déjà un bon adversaire. Hein. C'est pour ça que les Kenku n'avaient pas vocation forcément à rester là très longtemps. Et du coup, ils ont réussi à capturer Arco et ça a été l'occasion de leur dévoiler davantage d'informations. Donc, ils avaient déjà la connaissance de la pierre de Golor, qui ça est un élément de la campagne d'origine, mais Arco a été l'occasion pour moi d'introduire les yeux, qui sont une particularité du remix de Justin Alexander. Donc voilà, donc ça, ils en prendront plus par la suite. Voilà, donc le but c'était ici de leur donner une petite séquence d'action et pour qu'ils puissent avoir donc de nouvelles pistes pour ensuite continuer à évoluer. Il se trouve que là, avec ça, on est un petit peu en train d'empiéter sur, la suite. Hein. On est déjà en train d'entamer le chapitre 3. Mais comme la campagne est fortement déstructurée avec le remix, voilà, c'est normal qu'il y ait des éléments qui soient vus un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, les choses évoluent de façon un peu plus organique que dans la campagne d'origine.
Donc un petit retour sur les règles, il y a des petits moments où il faut prendre des décisions en cours de route et bah, c'est pas toujours facile. Parfois on se trompe. Et donc là, je voulais revenir sur quelques petits moments où j'ai eu des hésitations, où j'ai tranché certaines choses, où c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais voilà, après c'est tout. Quand on est meneur, on peut, on doit assumer ses choix. Donc du coup, petit retour sur la session 2. Donc il y a eu le moment où ils ont rencontré le premier geyser, hein, le premier beholder qui gardait l'entrée dans les égouts. Donc là, j'ai accordé un round de surprise. C'est vrai que la bonne façon de faire, ça aurait été plutôt, je pense, de faire tirer l'initiative à tout le monde et de les laisser éventuellement préparer une action. Hein, j'avais donné ça parce que ils attendaient la réaction du geyser. Donc ça me semblait bizarre de les faire agir avant qu'il n'ait montré sa réaction. Donc je pense que là, la bonne façon de faire, ça aurait été que de tirer l'initiative et qu'ils puissent préparer une action au cas où le geyser devenait agressif. Ensuite, au niveau, j'ai eu un petit oubli, un petit oubli toujours dans cette séance-là, c'est tout simplement, avec l'Elitide et le dévoreur d'intellect, ils n'auraient pas dû être surpris, puisque ils avaient la capacité de détecter les consciences aux environs, donc ils n'auraient pas dû être détectés. Après, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ça n'avait pas forcément vocation à créer une véritable confrontation à ce moment-là. Euh, Ensuite, autre petit point de règle, là, dans la dernière session, à un moment donné, quand ils affrontent Arco, Arco s'est caché à l'intérieur d'un bâtiment. J'ai demandé à un jet de chercher et donc d'utiliser une action à Zachary. Il se trouve que vu le jet qu'avait fait Arco à ce moment-là, la perception passive de, de Zachary suffisait. Donc voilà, il y a des petits moments comme ça, on fait des erreurs, c'est pas, on en discute après, on corrige, on adapte, on essaie d'être vigilant par la suite. Voilà, je pense que c'est pas très grave, d'autant plus que la situation elle est assez complexe hein, à ce moment-là, au moment d'Arco, parce que il y a aussi cette histoire d'être surélevé, donc ça c'est vrai, je pense que c'est bien d'accorder l'avantage aussi à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait au moment où ça a été demandé, mais je pense que c'est justifié. Il y avait la question de la luminosité aussi, l'endroit. Donc là, pour simplifier, j'ai considéré aussi que l'endroit était plutôt bien éclairé. Hein. Il avait des raisons de ne pas rencontrer ces Kenku dans l'obscurité. Donc une allée plutôt éclairée. Ça donnait l'occasion aussi aux personnages d'utiliser leur capacité de combat à distance. Hein. Voilà, donc c'était un combat où ils pouvaient un peu briller par ce côté-là, utiliser les toits. Voilà, ça me semblait plus intéressant que d'empêcher tout ça en mettant un combat dans une obscurité complète. Surtout que là, ils étaient dans une visite, donc une, euh, une visibilité réduite, hein, donc juste les jets de perception qui sont désavantagés. C'est tout. Euh, voilà, donc maintenant au niveau de la session qui arrive, la session 5. Donc j'ai pas mal hésité. Je pense qu'ils vont monter de niveau durant cette session. Pas forcément en termes de récompense par rapport à ce qu'ils ont fait, mais parce que je pense que ça va leur permettre d'être niveau 3. Ça va leur permettre aussi d'avoir des capacités qui seront suffisantes pour affronter ce qui vient. Je pense qu'en niveau 2, ça risque d'être un petit peu délicat. Donc ça sera probablement au cours de la séance. Donc j'ai demandé aux joueurs de se préparer à ça éventuellement. Là, on est donc comme je l'expliquais tout à l'heure, on est dans une structure un peu plus lâche au niveau de la campagne. Donc il y a des choses qui vont un peu au fil des décisions des joueurs. Donc là, ils ont eu plusieurs pistes. Ils ont eu la piste de Grenda Garlotte, hein, qui a été récupérée dans la campagne d'origine pour avoir un rôle un peu différent dans cette partie-là. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus par la suite, après avoir joué
cette session-là. Nosca également. Il y a eu aussi, donc, ils ont aussi la piste des meurtres du côté du théâtre. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui ont été installées. Donc je ne sais pas, il y a la parade qui va avoir lieu, je ne sais pas ce qu'ils vont suivre comme piste, sachant qu'il y a de grandes chances que je mette en place l'événement qui lance le chapitre 3 au cours de cette session-là. Voilà, donc pour ce qui vient là, alors, sachant que là, comme toute la campagne a été déconstruite, là, je vais vraiment suivre ce que les joueurs vont faire, hein. Ils vont essayer d'aller de piste en piste. On va voir ce qu'ils vont suivre. Moi, j'ai des avant-postes, j'ai des équipes de réponse par rapport aux différents protagonistes de l'histoire. On va voir un petit peu comment ils vont se placer vis-à-vis de tout ça. Là, le but aussi dans cette session 5, ça va être de travailler sur la motivation aussi, hein, pour tous. La plupart, ça va. Je pense que pour le personnage de Bonifacio, c'est un peu plus compliqué de se motiver à cette quête qui semble être une quête difficile. Donc, je vais essayer de porter une attention particulière à ça. Par ailleurs, hormis la campagne du vol des dragons, en prochain one-shot découverte, j'espère bien pouvoir vous proposer dans le 14 février, normalement, si tout se passe bien, en direct sur Twitch et en rediffusion sur YouTube, une partie d'un jeu propulsé par l'Apocalypse qui s'appelle Passion de la Passiones, donc qui permet de jouer dans le cadre des telenovelas. Donc voilà, donc ça va être plein de drama et de cris et de larmes, j'espère. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour donc la diffusion de la session 5. De la session 5, tout à fait. Et puis peut-être donc le direct sur la Passion de la Passiones. Voilà, à bientôt.